Ça fait 15 ans que je suis infirmière. J'ai travaillé 3 ans à l'hôpital Necker à Paris, 10 ans en cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal, 3 ans en hématologie. Et moi, la santé des femmes, là, c'était très, très, très loin jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec des douleurs. Et en fait, c'était lié à mes fibromes utérins à cause d'un problème d'anémie, transfusion sanguine. On a fait une échographie et là, on a posé un diagnostic. AVS avec Philippe Robichon. AVS et le mardi, c'est à votre sexualité. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris, historien des religions et coach en bien-être. Vous avez fondé Nader, c'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. À côté de vous, elle vient du Canada, Aïssatou Sidibé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes infirmière clinicienne à l'unité mère-enfant du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vous êtes coach en santé bien-être, créatrice d'un blog qui s'appelle Fibromel et vous avez créé une association de bienfaisantes qui s'appelle Vivre sans fibrome. Alors effectivement, ça, si je le dis, ça s'écrit. Enfin, on n'entend pas comment vous l'écrivez. Vous l'écrivez comment, Vivre sans fibrome ? 1-0-0. Et beaucoup de personnes me posent la question. Bah justement, oui. Parce que le sang, le sang, c'est vraiment l'un des principaux symptômes du fibrome utérin, donc à travers l'anémie. Le vivre sans fibrome, parce que idéalement, on aimerait bien vivre sans endométriose, sans fibrome, sans adénomiose. Et c'est aussi un objectif à atteindre de se dire, un jour, peut-être qu'on trouvera le moyen pour qu'une femme ne puisse pas avoir de fibrome utérin. Voilà, avec cette association, vous militez pour une meilleure prise en charge du fibrome utérin et la fin de l'isolement social des femmes qui en sont atteintes. Et vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle Endométriose et fibrome utérin en poche aux éditions du Rocher, que vous avez coécrit avec Marie-Josée Thibert. Vous-même, vous avez été atteinte de fibrome. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'hôpital ? Mon ignorance, tout simplement. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis infirmière. J'ai travaillé 3 ans à l'hôpital Necker à Paris avant de prendre mon envol. C'est les enfants. C'est ça, mais je travaillais au sein de la section adulte. Ah bon ? Totalement. Et donc, j'ai pu, grâce à la facilité au niveau des partenariats à travers mon métier d'infirmière, travailler directement à l'Institut de cardiologie de Montréal, donc 10 ans. 10 ans en cardiologie, 3 ans en hématologie. Et moi, la santé des femmes, là, c'était très, très, très loin jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec des douleurs. Et même à cela, je pensais que c'était un problème cardiaque. Et en fait, c'était lié à mes fibromes utérins à cause d'un problème d'anémie, transfusion sanguine. On a fait une échographie et là, on a posé un diagnostic. Aux urgences, un 13 novembre. Et là, je pose la question à la gynécologue qui, juste en touchant mon ventre, on n'est pas parti dans un IRM ou quoi que ce soit, mais juste à travers une palpation, elle m'a dit je pense que tu as des fibromes utérins, on va faire une échographie. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai su que j'avais des fibromes. Ça aurait pu bien se passer parce que y a cette notion de banalisation. Ne t'inquiète pas, ça touche une femme sur 4, mais c'est pas préoccupant. Et 1 mois après, en fait, j'ai fait une thrombophlébite. Donc la thrombophlébite, c'est un caillot dans la jambe qui a un risque, s'il se détache, d'aller dans les poumons ou au niveau du cerveau. Et quand une soignante tombe malade dans un système qu'elle connaît... Quand une soignante devient patiente, c'est ça. Elle est impatiente. Effectivement, ça a été vraiment une crise d'anxiété aux urgences en me disant « Ok, on va regarder de plus près, c'est quoi ce problème de santé ?» Et de là, j'ai créé le blog Fibromel pour avoir de l'information, en fait. Et même en tant que soignante, il y a 10 ans, quand j'en parlais à mes collègues, tu sais, c'est quoi un fibrome ? Non, de l'endométriose ? Non, on ne sait pas. Et là, je me suis dit, OK, si je ne peux pas moi-même, en tant que femme, avoir cette information, où est-ce que je pourrais aller, tout simplement ? En 2013, vous êtes partie à la chasse aux informations en français, et il y avait très peu de choses. C'était alors qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de on trouve beaucoup de choses sur l'endométriose, moins sur le fibrome quand même, qui intéresse moins les gens en France en tout cas. Oui, alors pour le fibrome utérin, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en France et il y avait à l'époque l'association Fibrome Info France. Donc comme je le dis, il faut savoir où aller chercher l'information et j'ai adoré la prise en charge que j'ai eue. Alors, voir une gynécologue spécialisée au niveau du fibrome utérin, et ça, c'était il y a 10 ans, qui m'avait même parlé d'embolisation artérielle. Et là,
que je suis rentrée au Québec en parlant justement à mon gynécologue d'embolisation artérielle, de traitement non invasif. Il m'a dit, moi, je te ferai pas ça. Et là, en fait, c'est intéressant parce que l'information et le consentement éclairé intervient ici. Pour qu'une femme puisse faire son choix, il faut qu'elle ait toute l'information nécessaire pour ensuite choisir son médicament ou son traitement ou aller ne pas se prendre ne pas utiliser une technique de santé, par exemple, au niveau des traitements où je perds mes mots. Mais non, mais si on parle d'embolisation, qui n'est pas très connue quand même, vous voyez. C'est ça. C'est une technique dont on sait qu'elle fonctionne, mais qui n'est pas connue, qui n'est pas médiatisée. Et ce que je veux dire, si une femme refuse de se soigner à travers une telle ou telle approche, c'est son choix. Si une femme refuse d'avoir une hystérectomie à 35 ans, c'est son choix aussi. On explique ce que c'est, en quoi consiste cette opération ? L'hystérectomie ? Donc l'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus, tout simplement. C'est une ménopause à 30 ans. C'est ça. Mais figurez-vous qu'on offre aussi des médicaments pour les femmes atteintes d'endométriose, de fibrome utérin, d'adénomiose, des médicaments aussi qui vont provoquer une ménopause artificielle. D'accord ? Donc moi, justement, j'ai eu cette ménopause artificielle et j'ai eu tous les effets secondaires. Bouffée de chaleur, perte de mémoire, prise de poids. Mais à l'époque, mon médecin ne m'avait pas parlé de tous ces symptômes-là, ni même mon pharmacien. Et là, je me suis dit, c'est quand même... on n'en parle pas beaucoup, mais les conséquences sont importantes, énormes. Et beaucoup de personnes me posent la question entre le lien entre l'endométriose, le fibrome, l'adénomiose, le syndrome ovarien polykystique. Bien que ce soit des pathologies différentes au niveau du traitement, de la prise en charge médicale, on a toujours les mêmes enjeux. L'errance médicale, l'accessibilité à l'information, l'accessibilité aux soins, les différentes approches complémentaires. Et ça, c'est important aussi de ne pas hiérarchiser la souffrance d'une femme, qu'elle vive avec de l'endométriose ou un fibrome utérin. Et en plus, une femme peut avoir aussi les 2 pathologies, voire les 3 pathologies. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que dans votre cas, on peut parler d'errance alors que vous avez refusé d'écouter votre corps ? On apprend dans votre livre qu'à 30 ans, vous aviez vu le gynéco 2 fois. C'est ça. Effectivement. Et vous expliquez pourquoi après, parce que c'est lié à votre histoire, à des traumatismes qui ont eu lieu pendant l'enfance. Mais peut-être que si vous vous étiez intéressé et écouté votre corps plus tôt, et les douleurs que vous aviez plus tôt, peut-être que vous n'auriez pas eu ce parcours-là. Oui. Vous n'auriez pas terminé aux urgences. Effectivement, mais là, ce qui est intéressant, si à 16 ans, on m'avait parlé de fibrome utérin, peut-être que j'aurais été mieux à l'écoute de mon corps. Moi, j'ai passé ma première échographie, j'avais 16 ans. On m'avait rassuré en me disant, mais tu sais, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir des saignements. Cette banalisation a fait en sorte que je ne pouvais pas trop écouter mon corps, et même si je l'ai écouté, on m'avait rassuré. Et là aussi, c'est important parce que si on n'a pas d'information, une femme ne pourra pas mettre des mots sur des mots. Vous comprenez ? En fait, Philippe, il y a quelque chose de... Vous mettez le doigt dessus, c'est-à-dire que la douleur des femmes a toujours été considérée dans l'histoire par rapport au corps, quelque chose de normal. Voilà. La douleur des hommes est plutôt vue comme quelque chose d'héroïque. Les hommes n'ont pas mal, n'ont pas de règles, et quand ils ont mal, c'est parce que ils sont partis au combat, ils ont des blessures, c'est tout à fait héroïque. Une femme, quand elle a des douleurs, c'est normal. Donc quand elle se plaint, limite, c'est pas normal qu'elle se plaigne. Il faut que tu acceptes d'avoir des règles douloureuses. Ça fait partie de l'identité de femme. Et donc, tu enfanteras dans la douleur. Exact, mais c'est vrai, et c'est très important. Tu enfanteras dans la douleur. Donc tout cela fait que les filles finissent par intégrer l'idée même que c'est normal. Donc je vais faire avec. Et ça n'est que très récemment qu'on se dit, mais non, ce n'est pas normal, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça qu'on a pris finalement beaucoup de retard dans la prise en charge. Et je vais rajouter une chose aussi. C'est important, justement, c'est pas parce qu'on est gynécologue qu'on est spécialisé dans tout. Vous savez, un gynécologue peut être spécialisé dans les troubles urinaires, dans la ménopause, dans l'endométriose, dans la fertilité. Donc, chaque gynécologue a son spécialiste. Moi, lorsque j'ai eu mon diagnostic de fibrome utérin, ça m'a pris pratiquement 5 à 6 ans avant d'avoir une gynécologue spécialisée au niveau du fibrome utérin. Donc, en termes d'errance, en plus, à l'époque, je n'avais pas de médecin de famille. J'étais dans ce pays-là où j'avais du mal à comprendre le système de santé. Ça a été extrêmement difficile pour moi, justement, de trouver un spécialiste
spécialiste qui allait me comprendre et qui allait justement par la suite m'opérer. Et c'est là qu'intervient justement la santé intégrative. Donc la santé intégrative, c'est quoi? C'est vraiment la combinaison de la santé conventionnelle avec le médecin en complément avec d'autres approches complémentaires. Moi, j'aime pas trop le mot alternative parce que c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est ensemble en fait. C'est l'un et l'autre, et c'est pour ça que c'est intégratif. C'est des médecins allopathiques qui acceptent de travailler avec d'autres médecins qui... Au-delà d'être un médecin allopathique, mais un gynécologue, par exemple, ouvert justement à ces approches-là pour travailler avec une équipe pluridisciplinaire. C'est forcément aujourd'hui pluridisciplinaire. C'est ça, ça passe par là. Ces pathologies sont tellement complexes qu'un médecin ou un gynécologue ne pourra pas résoudre le problème. J'en parlais justement... Tout seul, en tout cas. Tout seul, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que les femmes revendiquent justement, parce que ce n'est pas juste un problème d'utérus, c'est un problème de santé globale. Une femme qui est atteinte d'endométriose ou de fibrome utérin et qui n'a pas de douleur pelvienne chronique, a des douleurs sexuelles, de la dyspareunie, peut-être qu'elle sera mieux d'être vue par un sexologue et non pas par un gynécologue. Une femme qui veut perdre du poids pour se sentir mieux dans son corps, une nutritionniste, une coach en santé pourrait lui être bénéfique. Parce que c'est important justement, et ça je le dis souvent, d'être bien accompagné avec les bons professionnels de la santé pour mieux soigner tout ça. Et on voit maintenant, il y a des programmes de nutrition pour lutter contre l'inflammation, justement pour l'endométriose et pour les fibromes. Totalement, on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Donc si le gynécologue, si le médecin est pas à l'aise là-dessus, et on peut pas être bon dans tout. C'est pas possible. Mais au moins, il y a des spécialistes, eux, c'est leur domaine. Donc là, il faut justement collaborer avec ces professionnels, ces sexologues, ces nutritionnistes, ces ostéopathes, ces psychologues. Vraiment. C'est kiné. Et ça, je pense que j'aime beaucoup utiliser le terme de révolution gynécologique parce que justement, cette formation qui n'existe pas ou très peu dans le milieu médical, en termes d'approche intégrative, au fur et à mesure, le fait que les femmes en parlent, on commence à s'ouvrir et c'est important. Là, on parle du fibrome utérin ce matin à l'occasion de la venue en France de Aïssatou Sidibé. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle Endométriose et fibrome utérin. On verra d'ailleurs le lien qu'il y a entre les deux. Il sort en poche aujourd'hui à un petit prix aux poches Rocher. Et vous expliquez que, alors vous avez été atteinte d'anémie, mais vous avez fait un autre symptôme qui est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle le pica. Oui. Et le pica, qu'est-ce que c'est ? Oui, le pica. Mais attendez, il y a des femmes qui nous écoutent qui peut-être vont mettre un mot sur quelque chose qu'elles vivent aujourd'hui. C'est cette envie compulsive de manger des substances comme de la craie, de la terre, de la poussière, qui va faire en sorte, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on va se tourner vers cette terre qui est riche aussi en fer, mais une femme va avoir tendance à manger ce type de substance. En Afrique, on utilise beaucoup le kaolin, donc c'est cette craie blanche qui va faire en sorte qu'une femme va en manger. On ne sait pas exactement pourquoi. D'un point de vue psychologique, mais c'est quelque chose qu'on a pu constater, ça s'appelle le syndrome de Pica. Et avant même que je sache que je faisais de l'anémie sévère, moi, ça m'arrivait justement de manger de la craie. Voilà, ça a été vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. C'est quoi? C'est un trouble alimentaire? C'est classé comment? Ouais, c'est ça, c'est un trouble alimentaire. Et les gynécologues, en Suisse, une étude justement avait été faite avec des femmes africaines qui disaient justement que c'est intéressant comme question à poser lors de l'interrogatoire à une patiente parce que justement on peut justement poser un diagnostic d'anémie sans même avoir les examens biologiques. Donc ça s'appelle le syndrome de Pica. Et suite googlez les enfants, vous allez voir, vous allez apprendre un truc, c'est passionnant. À cette information que j'ai partagée dans le livre, des femmes ont écrit en me disant oui, moi aussi, et c'est pour ça, en fait, qu'il faut discuter avec la patiente de tout et sur tout. C'est important. Mais il faut savoir que ça existe. Oui, effectivement. Si effectivement vous ne savez pas que ça existe et que ça peut être un lien avec l'anémie, lors de l'anamnèse, il n'y aura pas cette question de poser. D'où la formation qui est extrêmement importante aussi à connaître et à prendre en considération dans les études. Alors, pour tout le monde, qu'est-ce qu'un fibrome ?
Alors, un fibrome utérin, c'est vraiment une tumeur non bénigne qui se trouve à l'intérieur de l'utérus à différents emplacements. Non bénigne ou bénigne? Non bénigne. Bénigne, C'est ça, bénigne. Oui. Donc non maligne. Donc ce n'est pas un cancer, je tiens à le préciser, qui se trouve à différents emplacements au niveau de l'utérus. Donc à l'intérieur de l'utérus, à l'extérieur de l'utérus, dans le muscle utérin aussi, et qui peut être très handicapant pour une femme. C'est pas parce que ce n'est pas un cancer qu'on n'en souffre pas. Vous vous rendez compte, une patiente qui saigne tous les mois, qui a des problèmes au niveau de la fatigue, au niveau de ses menstruations, qui peut avoir de la douleur, c'est pas le fun, clairement. On parle de plus en plus justement du syndrome de la femme forte, parce que justement, à un moment donné, quand on n'écoute pas son corps, on peut passer du côté obscur et avoir une prise en charge très rapidement. Et ça, c'est problématique. L'endométriose, on est vraiment sur le développement des tissus à l'extérieur de l'utérus. Mais c'est aussi des fibromes? Non, du tout. C'est vraiment du tissu similaire à de l'endomètre. Donc, on n'a pas la même composition. Donc, c'est du tissu similaire à l'endomètre qui va se retrouver à l'extérieur des organes. Donc, on peut en trouver au niveau des trompes de Fallope, on peut en trouver au niveau des ovaires, on peut en trouver au niveau des poumons aussi. Et ça, c'est vraiment très problématique. À la différence, au niveau du fibrome utérin, on est vraiment sur des saignements abondants. Au niveau de l'endométriose, ça va être de la douleur pelvienne chronique liée à une réaction inflammatoire. Et, pardon Philippe, Non, vous disiez qu'une femme sur 4 était atteinte de fibrome. C'est ça. C'est des chiffres qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément connaissance. Non. Et vous ajoutiez une femme noire sur 2. C'est ça. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, pour compléter ce que vous dites, Nadia, c'est qu'à un moment donné, vous avez voulu voir s'il y avait des études qui avaient été faites en raison de l'ethnie de la femme. Et finalement, qu'est-ce qu'elles disent, ces études? En fait, il n'y en a aucune. On a les chiffres, on a les statistiques. Je vous inviterai justement à faire vos recherches et vous allez vraiment être surpris de se dire, effectivement, en termes de prévalence, c'est beaucoup de femmes qui sont touchées. Mais il faut le rappeler, c'est que toutes les femmes qui ont des fibromes ne vont pas avoir de symptômes comme l'endométriose ou le SOPK. Mais toutes les femmes nécessitent d'avoir une surveillance et un suivi. Ça, c'est important. Le SOPK, c'est le syndrome ovarien polykystique, tout comme l'adénomiose. Donc, à partir du moment où on diagnostique une pathologie gynécologique, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un accompagnement, parce que lorsqu'il y a des symptômes qui se manifestent, il faut justement consulter très rapidement. Est-ce que veut dire qu'une femme qui est asymptomatique doit quand même savoir qu'elle a des fibromes pour les surveiller? C'est ça que vous voulez dire? C'est ça, effectivement, à travers une échographie annuelle, par exemple. Dans un contexte de pandémie, ça a été difficile l'accessibilité aux soins pour ces femmes-là, parce que justement, lorsque les symptômes se sont déclenchés, donc moi j'aime utiliser cette expression de pisser le sang, là, clairement, et d'avoir une... bedaine de la femme enceinte. C'est ça. Et même, vous pouvez voir auprès de votre entourage, ces femmes qui ne sont pas enceintes, mais qui, même en perdant du poids, vont quand même avoir cette petite bédaine. Pour les femmes noires, c'est encore plus complexe. Aux États-Unis et au Canada, on n'a pas de mal justement à faire des recherches spécifiques justement sur les femmes ethnies, noires. Ouais. C'est ça. Aux États-Unis, 80% des femmes ont des fibromes utérins. Moi, je le souligne beaucoup. La vice-présidente Kamala Harris a débloqué du financement pour les femmes atteintes de fibromes utérins pour faire de l'éducation, de la sensibilisation et de la recherche. Et ça, c'est important. Et pour les femmes noires, c'est beaucoup plus complexe parce qu'elles ont des fibromes plus gros, à un âge plus jeune, et elles en ont beaucoup plus. Moi, j'ai eu mes premiers fibromes à 30 ans. Mon fibrome était déjà de 4 cm. Je me suis fait opérer 5 ans après quand j'ai rencontré justement une spécialiste qui a été dans la mesure de m'opérer. J'avais à l'époque 17 fibromes et mes fibromes sont revenus. Donc, le caractère de la maladie chronique, c'est quand même un enjeu intéressant et délicat. Sur les symptômes, on a parlé donc des règles très abondantes, des douleurs, on a parlé de la bedaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autres symptômes? Il peut y avoir des problèmes d'infertilité. Il peut y avoir, tout le parcours est difficile. Et quand on me dit, mais c'est quoi le lien, le chaînon manquant entre l'endométriose et le fibrome utérin, ou même le syndrome ovarien polycystique, c'est très important de parler du vécu de la patiente. Quand vous parlez avec ces patientes-là, quelle que soit la pathologie, elle va vous dire la même chose. Errance médicale, diagnostic tardif, la complexité des traitements.
en termes d'endométriose et de fibrome utérin, c'est sensiblement les mêmes traitements. Donc la femme va être ménopausée, on va lui donner la pilule pour supprimer ses règles, elle va avoir tous les effets secondaires et aussi le manque d'écoute et de soutien. Et donc c'est pour ça de vouloir faire un plan national stratégique sur une pathologie, ça peut être dangereux parce que les autres femmes, ces femmes qui n'ont pas d'endométriose mais qui ont un fibrome utérin et qui vivent la même réalité, elles aussi il faut être entendues. Et là la difficulté et l'enjeu ça va être aussi de prendre non pas juste un problème mais de prendre vraiment tout l'ensemble en fait des problèmes en termes de santé sexuelle et reproductive parce qu'on n'en parle pas. Vous voyez. Nader. Il y a autre chose aussi, c'est que quand ces femmes sont en couple, et ça augmente, si vous voulez, de fait, parce que voilà, qui dit couple dit relation sexuelle, et les hommes n'étant pas du tout, mais alors pas du tout au courant de ce que c'est, vous avez dû entendre que ça augmente totalement. Si vous voulez, l'incompréhension, donc difficulté dans la relation, le sentiment de culpabilité de la personne, de la femme qui en souffre. Comment elle gère cela? Et en plus de cela, si vous voulez, on a pu remarquer que plus il y a de la souffrance psychologique chez ces femmes, plus ça augmente les douleurs. C'est ça. Ça joue aussi effectivement sur l'augmentation des douleurs. Effectivement, ouais. Et moi je le dis, quand on fait un bébé, on est deux. Dans la douleur, il faut être aussi deux. C'est une maladie de couple. C'est ça, effectivement. Pas la maladie d'une seule personne. Moi, je souligne, il y a des hommes au sein de mon association et de mon organisme qui, eux aussi, militent parce que, justement, ils se disent c'est pas normal, en fait, que vous souffriez et que nous, dès qu'on a un petit problème, on a la solution, mais vous, on est un peu dans le néant. Et ce qui est intéressant aussi à prendre en considération, il y a l'aspect culturel aussi. C'est une difficulté en plus dans nos communautés de parler de sexualité, de parler de menstruation. Et avec l'endométriose, tout comme le fibrome utérin, il y a vraiment le facteur héréditaire aussi. Donc c'est une maladie qui se transmet de mère en fille. Vous avez été interroger votre mère. C'est ça. Vous vouliez savoir si elle aussi, elle avait souffert de fibrome et qu'elle ne l'ait pas dit. C'est ça. Ma mère m'a dit, mais où est-ce que tu as attrapé ça, ma fille? Je lui ai dit, peut-être que c'est toi. Mais à l'époque, elle était ménopausée. Donc là, elle est toujours ménopausée. Donc, je sais qu'elle avait des saignements importants, qu'elle faisait des problèmes d'anémie et qu'elle avait des douleurs. Mais à l'époque, elle n'avait pas la connaissance. Jamais. Peut-être qu'elle avait des fibromes. Mais beaucoup de femmes, même après avoir vécu une hystérectomie, après avoir vécu justement des épisodes douloureux et difficiles, se disent peut-être que j'avais de l'endométriose, mais ça n'a jamais été diagnostiqué. Alors, vous parlez de la ménopause, mais qu'est-ce qui se passe avec les fibromes donc, au moment de la ménopause? C'est ça, ils régressent. En fait, ils ne régressent pas, mais ils ne sont plus un problème parce que justement, le fibrome utérin, tout comme l'endométriose, c'est une maladie hormonale qui va faire en sorte que s'il n'y a plus d'hormones, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de douleurs. Et donc, ça ne va pas être problématique. Et c'est pour ça que justement, qu'on crée une ménopause artificielle quand on est en âge de procréer pour justement supprimer les menstruations. Mais faut-il attendre justement l'âge de la ménopause pour respirer et vivre? Tu vois, moi, Philippe, quand je me suis fait opérer, moi, je rigole souvent avec ça, mais je suis une ancienne athlète de haut niveau. Je courais des marathons. Quand j'ai eu des problèmes de fibrome, je ne faisais plus rien. J'ai perdu en qualité de vie. Le jour où je me suis fait opérer, j'ai retrouvé tout, en fait. J'ai retrouvé ma liberté, ma sexualité. J'ai tout retrouvé qui a fait en sorte que maintenant, je suis capable de courir un 14 km. Avec des fibromes utérins, mais ils sont petits et je sais maintenant que si demain il y a un problème, je pourrais me tourner vers un sexologue ou une phytothérapeute ou une physiothérapeute ou une ostéopathe. Il y a pas mal de monde là qui vont faire en sorte que je serai prise dans des bonnes... Médecine intégrative. Allez, on parle du fibrome utérin ce matin avec Aïssatou Sidibé qui est à Paris, puisque d'habitude vous vivez au Canada. C'est ça. Et vous publiez Endométriose et fibrome utérin que vous avez coécrit avec Marie-Josée Thibert, qu'elle s'occupe de la partie endométriose. C'est ça, on a vraiment les deux casquettes. Donc Marie-Josée Thibert, qui est la fondatrice d'Endométriose Québec, qui est aussi diplômée, qui travaille dans la communication dans le réseau de la santé et qui est aussi patiente partenaire. 1 heure pour parler du fibrome
utérin ce matin avec notre invité Aïssatou Sidibé qui publie Endométriose et fibrome utérin en poche aux éditions du Rocher, et Nader Alami est avec nous. On parle du fibrome, c'est important de libérer la parole. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, Aïssatou, sur le fibrome. Mais même sur l'endométriose, moi, j'ai une dame qui vivait au Maroc, qui est née, qui a grandi au Maroc. Elle a vu 8 gynécos et jamais le mot endométriose n'avait été prononcé. On considérait que c'était tout simplement des règles douloureuses, et ça n'est qu'à sa venue à Paris que un mot a été mis à ce qu'elle vivait, parce que c'était très très difficile pour elle, et elle en arrivait parfois à tomber dans les pommes. Waouh. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé quand même de positif, c'est que je ne suis pas folle. J'ai vraiment quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la parole doit effectivement être libérée, mais pas seulement libérée et entendue. Oui, ça aussi, c'est extrêmement important, effectivement. Être entendu. Il y a vraiment cette notion aussi de se dire, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prendre en main. Alors moi, je mise beaucoup l'accent sur l'hygiène de vie, justement, à travers l'alimentation, à travers l'activité physique, bien sûr, à travers la gestion du stress et des émotions. Et comme tu le dis, parfois, quand tu es stressé, ça va augmenter tes douleurs. Donc, il y a vraiment cette prise en charge globale aussi, et aussi se donner, et ça je le dis souvent dans le livre, de redonner du pouvoir à la femme en se disant, demain, si elle n'a pas accès à un professionnel de la santé, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, à son niveau. Donc c'est sûr que c'est difficile, mais c'est aussi une première étape vers la prévention et la promotion de la santé. Et quel peut être le rôle du compagnon, justement, quand une femme est en couple? C'est tellement intéressant, cette question. Tu sais, tu disais justement, la femme a besoin d'être entendue, écoutée. Mais déjà à la maison, justement, il y a tout ce travail-là aussi à faire de la personne qui vit avec nous. Parce que justement, c'est tellement difficile. On parle beaucoup d'isolement social. Tu sais, cette femme qui se sent seule, démunie. Mais lorsqu'elle se sent seule, même dans le couple, c'est difficile. Elle ne sait pas où trouver sa place. Et il y a ces stratégies d'évitement, on parlait. C'est ça. Et le corps de la femme change. Le corps de la femme, en fur et à mesure des années, change. Et c'est pour ça, mesdames, assurez-vous justement que votre compagnon a les outils nécessaires pour être aussi à côté de vous et vivre aussi vos difficultés à deux. Comme je le dis là, l'amour, c'est bien beau, mais dans la difficulté, c'est bien d'être deux. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la santé. Je trouve ça beau quand des couples se tiennent la main dans la difficulté et la souffrance. Et ça, c'est alors important. Que parfois, on le voit, et notamment dans les cas de cancer, ce sont des causes de divorce. Totalement. Ça, et même des cancers de la femme, surtout. Des fois, c'est très... Et même, moi, j'ai pu voir chez certains vaginismes qui ont été aussi des raisons de séparation, quand la sexualité n'est plus au rendez-vous comme monsieur attendait qu'elle le soit. Après, on ne peut pas leur reprocher non plus quelque chose auquel ils sont mal à l'aise, mais ils peuvent aussi être accompagnés. Il y a des consultations à deux qui se font aussi, et ça, c'est important. Il faut juste après trouver ces outils-là et cette volonté de se dire, oui, je veux accompagner ma femme dans ce qu'elle vit. Une question qui revient fréquemment, est-ce que les fibromes utérins empêchent d'avoir des enfants ? C'est une très bonne question. Alors, comme je vous avais dit, en fonction de la localisation des fibromes, oui, les fibromes sous-muqueux, intramurales plutôt, peuvent être très problématiques parce qu'ils se trouvent dans la cavité utérine. Donc forcément, si vous avez un fibrome de 10 cm, le bébé il va s'installer où? Donc parfois, il y a des risques justement de fausses couches et parfois d'infertilité. Et ça, c'est vraiment encore... Est-ce qu'on investigue justement dans les fausses couches et dans les raisons d'infertilité, les fibromes, ou pas du tout? En fait, je reviendrai même à la base au niveau de la recherche. On sait que la santé des femmes est l'enfant pauvre du système. À partir du moment où on aura du financement, le nerf de la guerre, on pourra mettre en place des projets. Alors moi, ce que je trouve ça beau ici en France, en termes justement de recherche, la première association de patientes sur l'endométriose datée de 2000-2003, aujourd'hui, on ouvre la porte justement à des formidables projets de recherche. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'en réaliser avec d'autres pathologies, tout comme le fibrome utérin? Ça pourrait être intéressant. Mais là, il faut que les femmes parlent, mais pour en parler,
déjà, si elles ont du mal à en parler à leur conjoint, ça va être difficile d'en parler à un inconnu, par exemple. Mais qu'est-ce que le fait, aujourd'hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ont le premier enfant de plus en plus tard. En quoi ça a un lien avec le fibrome, finalement? Oui, en termes de facteurs de risque, tout comme l'endométriose, le fait de ne pas avoir des enfants à un âge, dans la vingtaine, trentaine, le fait d'avoir un âge vraiment tardivement peut être problématique parce que, comme on dit, l'utérus a horreur du vide. La fonction de l'utérus, c'est vraiment de procréer, de donner naissance à un enfant. Et lorsque, justement, à travers les études, à travers le désir d'être seul aussi, et de ne pas avoir trouvé le bon compagnon. Donc, il y a chacun son choix. Ouais. Chacun son choix. Il y a plusieurs explications qui vont faire en sorte qu'une femme va avoir des enfants beaucoup plus tardivement que dans la génération de nos parents, par exemple. Là, ça va faire en sorte qu'on va avoir le développement de fibrome utérin. Et parfois, on peut se retrouver à 35 ans, 40 ans, avec un seul fibrome, mais qui va être de 15 cm. Vous savez, sur le continent africain, au Mali, par exemple, j'avais lu un gynécologue qui disait la solution, c'est de faire des enfants. C'est ça. Si vous voulez pas avoir de fibrome utérin, mariez-vous à 20 ans, faites des enfants à 25 ans et vous serez, votre problème sera résolu. Moi, je parle souvent de ma mère qui nous disait souvent, quand on était jeune, fais des enfants si tu veux éviter des problèmes. Mais à l'époque, toutes ces pathologies-là, on n'en a jamais entendu parler. C'est sûr qu'on fera pas des enfants parce qu'il faut en faire. Mais c'est toujours intéressant de se dire, mais pourquoi des femmes ont plus d'endométriose que de fibrome utérin maintenant, aujourd'hui? Avec la réforme de la retraite, c'est bien de faire des enfants aussi. Surtout beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, on n'en a pas parlé longtemps, mais s'il y a de l'argent à gagner, et vous dites qu'une femme sur 4 en souffre, l'industrie va s'y mettre. Nous, on l'espère. C'est un business. La santé est un business, oui, mais après, il faut faire aussi des études, non pas spécialement sur les médicaments ou sur une technique. L'aspect social, nous, est quelque chose à prendre en considération parce que, justement, on n'a pas beaucoup questionné les femmes sur qu'est-ce qu'elles vivent intérieurement. Et quand elles parlent, on a envie de pleurer. Moi, je me rappelle de ce témoignage de cette femme qui avait fait 3 fausses couches suite à des fibromes utérins. Quand elle avait vu son médecin, lorsqu'on a eu un diagnostic, ça a été de « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et au bout de la 3e fausse couche, il fallait se rendre à l'évidence que le fibrome utérin peut être problématique. J'étais assez surpris, moi, qu'une gynéco, à peine en vous touchant le ventre, puisse dire tiens, il y a un fibrome. C'est quand même la marque d'une expérience très intéressante. Oui, non, totalement. Et même vous, si vous savez justement ce que c'est qu'un fibrome utérin, vous pouvez vous palper le ventre. Vous savez, moi, je le dis souvent, si vous saignez abondamment, si en questionnant votre mère a eu des fibromes utérins. Votre tante? La tante aussi. Si vous avez, à un moment donné, pris du poids, touchez-vous le ventre. Vous savez, on fait souvent la palpation au niveau des seins, mais au niveau du ventre. Et je vous assure qu'un fibrome à l'extérieur de l'utérus de plus de 10 cm, vous allez le voir. Vous pouvez faire vos recherches, mais c'est quand même quelque chose de très visible. Contrairement à l'endométriose, où c'est beaucoup plus subtil. On parle de maladie invisible aussi, qui va faire en sorte que l'examen qui va confirmer qu'on a de l'endométriose va être la laparoscopie. Mais maintenant, on va juste à travers l'interrogatoire, à travers l'examen clinique, on pourra savoir aussi qu'une femme peut avoir de l'endométriose sans passer des examens complémentaires. Et ça, c'est intéressant quand on parle justement de l'importance de communiquer. L'interrogatoire auprès des patientes est intéressante parce qu'on peut poser un diagnostic assez facilement. Bon, qu'est-ce qui fonctionne en termes de traitement pour les fibromes utérins? Tu poses que des bonnes questions là, c'est j'ai lu un très bon livre, je vous en parlerai à Aïssatou si vous voulez, je vous donnerai la référence. Oui, en termes de traitements chirurgicaux par exemple, pour le fibrome utérin, ça va être l'hystérectomie. Clairement, on résout le problème comme ça. Donc on a enlevé l'utérus d'une femme dans les années 1900, 2000, on continue à le faire. C'est quand même agressif comme intervention. Moi, je me rappelle de cette patiente que j'avais vue pour un problème d'anémie aux urgences en cardiologie, qui, quand elle a su qu'il y avait d'autres techniques moins invasives, m'a dit ça. Si j'avais su qu'il y avait d'autres techniques, j'aurais jamais enlevé la maison de mes enfants. Elle avait 70 ans.
D'accord. Voyez. Mais donc, alors, quelles sont les techniques moins invasives qui donnent des résultats? Aux États-Unis, on parle beaucoup de l'embolisation artérielle et des ultrasons. Ici aussi en France, il y a un hôpital qui règle, si je peux dire, mais qui propose aux femmes éligibles la technique des ultrasons. Il y a aussi l'embolisation artérielle. Dans les années 90, on a commencé à le faire en France. Donc ça existe. On ne peut pas dire que il n'y a pas de traitement miracle, mais il y a quand même des traitements moins invasifs. Mais est-ce que ça retarde l'opération, la totale, comme on disait avant, ou pas? C'est une bonne question, mais je vous dirais, posez la question à la patiente. Parce qu'il y a toujours cet effet bénéfice-risque. Vous savez, une chirurgie, c'est pas mineur, là. Une chirurgie, c'est quand même agressif. Au niveau des fibromes utérins, c'est quand même une césarienne. Ouais. Donc, l'embolisation, on n'enlève rien, hein. Non, c'est ça, effectivement, le fibrome va régresser et parfois l'embolisation ne sera pas suffisant non plus. Parfois, à la fin, la patiente va avoir une chirurgie malgré tout, mais au moins on aura essayé. Et pour l'embolisation, c'est important aussi de le dire, on fait attention lorsqu'il y a un désir de fertilité. Mais quand une femme, justement, a déjà ses enfants, peut-être que l'embolisation, comme premier traitement d'intention, pourrait être intéressant. Et moi, la solution, et je le dis, le meilleur traitement, c'est vraiment à travers la connaissance du corps et aussi l'approche multidisciplinaire. Je pense qu'on ne le dit pas assez, et je tiens à souligner tous ces professionnels, dont les sexologues, dont les ostéopathes, dont les kinésiologues, les nutritionnistes, qui font un travail formidable en termes d'information, justement, pour mieux accompagner les femmes. Et en fait, c'est la femme qui sait c'est quoi son meilleur traitement. Si elle a envie de voir un sexologue, qu'elle puisse le voir. Il y a, je pense que c'est aux Pays-Bas, justement, où au niveau des remboursements des soins, si une femme veut aller voir, justement, si elle veut se tourner vers la santé intégrative, elle pourrait se faire rembourser, en fait, sa consultation. Et ça, c'est important, il y a cette ouverture aussi. Bien. Vous réécouterez l'émission, justement, si vous avez des questions sur les fibromes ou si vous voulez justement la faire connaître à des personnes qui peut-être autour de vous souffrent de fibromes. En podcast sur beurrefm.net, vous verrez la vidéo également sur la chaîne YouTube. L'émission sera diffusée au Canada, à Aïssatou. Nader, on vous retrouve mardi. Voilà. Aïssatou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Endométriose et fibromes utérins, de la souffrance à l'action, en poche aux éditions du Rocher. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.